Alors, je suis donc venue aujourd'hui faire une conférence à Rennes-les-Bains sur le thème des déesses mères, sujet qui a été l'objet d'un de mes livres. Et donc, c'est avec plaisir que j'ai rencontré une assistance très, très attentive et où j'ai pu développer différentes idées. Donc, j'ai parlé au départ des déesses du Paléolithique et donc d'un monde qui est désormais révolu, où il y avait des glaciers, des animaux un peu mauvais, un peu méchants, et où l'homme devait faire sa place face à l'ours des cavernes par exemple, et justement lui disputer la caverne comme tout bien. Et j'ai montré toute une série de Vénus, c'est le terme que les archéologues du 19e siècle ont utilisé pour désigner ces femmes aux formes généreuses qui se trouvent soit sous la forme de petites statuettes minuscules et dont on pense qu'elles pouvaient être des amulettes, soit sous la forme de gravures ou de peintures dans les grottes, où là, ces déesses avaient un rôle un petit peu plus social et important, et où elles pouvaient représenter, disons, les tribus et les espoirs des tribus, sachant que dans un contexte difficile, l'humanité avait pour seul but d'avoir une descendance, d'avoir des enfants, d'avoir du gibier en abondance, et donc tout en essayant d'être en harmonie quand même, malgré tout, avec son environnement, et donc pas tuer pour le plaisir de tuer, mais tuer pour perpétuer l'espèce. Donc on peut dire que pendant toute l'époque du Paléolithique, une certaine symbiose a existé entre l'homme, l'animal, la nature. Alors sachant que la nature, aux périodes les plus froides, se limitait à la steppe à perte de vue et à de rares espèces survivantes comme le pin et le boulonnat. Alors bien entendu, quand on arrive au néolithique, tout change. Tout, tout change parce qu'on se retrouve dans un environnement tout à fait différent, un environnement qui est comparable au nôtre, donc des températures qui sont sinon les mêmes que les nôtres, du moins dans une fourchette où la comparaison est possible. Et donc l'homme change de vie, fini les mammouths, fini les éléphants antiques, fini ces grosses espèces, le lion des cavernes aussi disparaît, tous ces grands monstres entre guillemets disparaissent, et l'homme se retrouve face à un environnement à la fois bienveillant et hostile, parce que la forêt est quand même impénétrable, et puis les animaux à chasser sont de taille nettement plus petite. Quand vous avez face à vous un écureuil ou un lapin, vous n'avez pas la même quantité de viande que quand vous découpez un bison. Donc il faut tuer beaucoup de bisons, beaucoup de lapins pour faire l'équivalent en viande d'un bison. Donc en fait, à ce moment-là, la pêche s'est beaucoup développée et les hommes ont vécu de tout ce qui était comestible, c'est-à-dire les escargots. Alors là, ça j'en ai pas parlé à la conférence, mais je vous le dis, les escargots c'était quelque chose à tel point que ça formait des amas de coquilles, les déchets des coquilles vides. Et donc dans ce contexte, les femmes se sont intéressées à l'agriculture. Elles ont déjà commencé par ramasser les graminées sauvages qui faisaient une bonne alimentation. Avec des meules en pierre, on les réduisait en farine et on pouvait faire des plats cuisinés un peu qui complétaient l'autre nourriture, la chasse. Et puis de leur côté, les hommes, bon, les reines
étaient déjà semi-domestiques, donc il y avait quand même une idée de domestication, et donc en fait les hommes se sont attachés à capturer à capturer les mouflons, les, et tous les ovicaprinés pour que ces animaux deviennent les embryons d'un troupeau. Donc si vous voulez, les premiers animaux domestiques en dehors du chien, en dehors des rennes, c'est les ovins et les caprins. Donc quand même des bêtes qui donnaient relativement beaucoup de viande, qui étaient méchants mais sans plus, et qui étaient quand même maîtrisables par l'être humain. Donc voilà, pour les vaches, ça a été un peu plus compliqué, et on s'est rendu compte que très rapidement, il y avait deux espèces de vaches, les grandes vaches sauvages qui sont restées sauvages assez longtemps, et une espèce beaucoup plus petite qui a été domestiquée facilement. Et donc un appoint alimentaire, mais le néolithique, ça a été aussi des changements radicaux dans le mode de vie, donc la sédentarisation, des groupes qui se sont cloisonnés, donc des groupes d'agriculteurs et des groupes de pasteurs. Il y a eu des jalousies, il y en a qui étaient plus riches et il y en a d'autres qui étaient plus pauvres. Et donc en fait la guerre a été le fléau qui est arrivé à ce moment-là. Et du coup la déesse, sans descendre de son piédestal, sans perdre de son prestige, a perdu une part de son pouvoir. Et en fait, ce sont les femmes qui l'ont ressenti, dans la mesure où les hommes ont pris le pouvoir, donc la prééminence dans le ménage, la prééminence dans la société. Et donc en fait, c'était le guerrier armé qui représentait la loi, la force, le prestige. Mais cependant, la déesse a quand même, pendant des siècles et des millénaires même, au moins jusqu'à la fin de l'époque gauloise, elle a gardé un prestige incomparable, un prestige certain. Mais ça s'est manifesté de manière un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on a toujours eu ces représentations féminines qui ont toujours persisté. Il y a eu des grottes qui n'étaient pas peintes comme à l'époque paléolithique, mais qui étaient gravées. Et dans ces grottes, on a représenté des déesses. Dans les Pyrénées, on en a représenté dans les Alpes aussi. Et donc elles ont continué leur petit bonhomme de chemin. Alors que la femme, elle devenait plus soumise à son époux, à son mari, et donc dans la hiérarchie sociale, elle avait un rang inférieur. Cependant, le système matrilinéaire, donc c'est la transmission de la propriété et de la filiation par les femmes, a persisté jusque chez les Gaulois. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Et si vous voulez, la déesse a eu un rôle non pas différent, mais disons qu'on l'a plus cantonné dans les nécropoles, dans les cimetières, si vous voulez, ou dans les tombes. Et la déesse est devenue la gardienne du monde des morts, d'un monde un peu particulier, un peu morbide, on va dire. Et ça se traduit par des représentations de déesses qui sont un peu fantomales, qui ont des yeux de fantômes et qui sont censées faire peur. Mais plus encore que les déesses de la vie. Bien qu'au début du néolithique, on va dire que les déesses de la vie sont prépondérantes. Alors il y en a des centaines, il y a certains auteurs qui ont fait des
des inventaires, mais c'est pratiquement infaisable tellement il y en a dans chaque pays. Et après, à partir donc du néolithique final, à partir du moment où la guerre fait son apparition, à partir du moment aussi où le métal est inventé, si vous voulez une flèche en pierre et un couteau en bronze, enfin ou un couteau en pierre et un couteau en bronze, ça n'a pas la même force. Un couteau en pierre, c'est plutôt une arme d'apparat, alors qu'à partir du moment où le métal fait son apparition, les armes en métal vont vraiment être l'auxiliaire du guerrier. Et donc, bien sûr, après, une fois qu'il est mort, il emporte l'objet dans la tombe, mais ça lui confère à la fois un prestige, mais une réelle possibilité de vaincre son adversaire, surtout si son adversaire est moins armé que lui. Et du coup, les déesses des morts vont prendre une importance qu'elles n'avaient pas auparavant. Et ces déesses des morts vont veiller sur les sépultures, sur les cimetières, etc. et prendre beaucoup de place. Et ensuite, avec les civilisations antiques qui vont se développer, elles vont être les reines de ce qu'on appelle les mystères, et donc l'initiation des guerriers, entre autres, et l'initiation des prêtres aussi, de certains prêtres. Voilà ce que je peux dire en résumé sur ce que j'ai pu développer aujourd'hui.